Mais du coup, il y a moi qui essaie de parler des chemins de fer que je connais pas pendant 10 minutes. Et à la fin, il me regarde comme ça et moi je pleure parce que je comprends rien à ce qui se passe dans ma vie. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et il me dit mais vous suivez en cours? Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai la surprise de te présenter la discussion que j'ai eue avec Camille, qui était mon élève encore il y a quelques mois à peine en classe préparatoire ECS. En réalité, pendant l'année, si tu m'avais dit que j'allais enregistrer une émission avec Camille, je ne t'aurais pas cru, tant il était impossible d'attraper son regard, tant il était rare d'entendre le son de sa voix. Jusqu'au moment où ce mystère s'est dissipé, parce que j'ai entendu son histoire. Histoire qu'elle raconte avec beaucoup de courage et beaucoup d'humour dans cette discussion qui restera pour moi l'une des plus improbables. Enfin, je t'invite à utiliser les repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. Ce qui, sans te dévoiler son contenu, serait fort dommage. En espérant que cette émission te plaise autant que moi, je te souhaite une bonne écoute. À quel moment dans votre scolarité avez-vous entendu parler pour la première fois de classe préparatoire ? Je pense que c'était probablement en première. Il y avait une fille qui était passée et qui avait dit qu'elle avait choisi de faire une classe préparatoire pour intégrer Saint-Cyr. Et du coup, c'est juste là que j'avais entendu ça, mais ça me passionnait pas plus que ça. Enfin, c'était juste comme ça, j'en ai entendu parler. Et après, je me suis intéressée un peu plus quand j'étais première de classe et que c'était un peu toujours le meilleur, et du coup, le parcours, entre guillemets, le meilleur, c'était la classe préparatoire ou la médecine. Et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, je me suis juste dit, qu'est-ce que j'aime bien faire maintenant? Et c'était plutôt philo, langue. Donc médecine, j'ai fait bon. J'ai quand même demandé sur Parcoursup, mais au final, du coup, j'ai fait une prépa. Mais à la base, c'était plus une prépa parce que je savais pas quoi faire. Et que c'était un peu les matières que j'aimais bien. J'avouerais que j'avais pas compris j'avais pas vraiment mesuré la part de maths qu'il y aurait en prépa, enfin en tout cas en prépa commerce, et ouais, c'était vraiment dans la logique d'un parcours plus élitiste entre guillemets. Ouais, plus exigeant pour vous pousser dans vos retranchements, pour exploiter votre potentiel à fond, c'est en général une bonne idée, il y a beaucoup de réponses qui sont du même ordre. Alors si vous n'avez pas mesuré la part de maths qu'il y avait dans la filière économique, est-ce que vous appréhendiez à cette époque-là, donc juste avant de rentrer en classe préparatoire, le décalage qu'il allait avoir entre le niveau de votre lycée d'une part et les classes préparatoires que vous alliez intégrer d'autre part ? Pas du tout. Quand on est quand on vient d'un lycée qui est pas forcément des mieux classés, ou même clairement pas, on est premier sans forcer. Enfin moi en tout cas j'étais première sans forcer, clairement. Et du coup je me sentais vraiment très forte. J'avais plein de confiance, j'étais là, oh, franchement c'est bon, je suis meilleure de ma classe, ça va aller. Je suis arrivée, je me suis fait casser les dents. C'était net. mais non, c'est vrai, c'était genre je me suis juste dit ouais, ça va le faire. Première semaine, j'ai compris que ça allait pas du tout le faire, que les autres c'était les meilleurs des meilleurs et que moi j'étais juste la meilleure des moins bons. Enfin entre guillemets. Et du coup, le décalage, il était un peu rude quoi. Mais est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'anticiper d'une manière ou d'une autre ? Parce que c'est une question que se posent beaucoup les étudiants qui sont en terminale et au moment des vœux, Parcoursup ou APB ou je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. En fait, est-ce que vous considérez que votre lycée était un bon lycée ? Et est-ce que la prépa que vous avez intégrée, donc l'Institut Noé Chartreux, est-ce que vous aviez une idée du niveau que ça avait parmi toutes les classes préparatoires ? Ou comme dans votre logique depuis le début, vous avez pris la meilleure classe préparatoire qui vous avait acceptée ? Mon lycée, il était clairement pas bon. Mais on s'en rend pas compte quand on fait juste ce que les profs nous disent avec la rigueur qu'ils nous donnent. Donc moi, j'avais pas beaucoup de rigueur. Et après, pour le choix de la classe préparatoire, en fait, j'avais conscience un petit peu que mon lycée n'était pas très bon. Donc en fait, j'avais aussi cette peur de ne rien avoir. Donc j'ai demandé toutes les prépas de ma ville. Donc Strasbourg, il y en a 2. Et j'ai demandé quasiment toutes celles de Lyon. Et après, quand j'ai eu les résultats, étonnamment, j'avais beaucoup de oui. Et donc j'ai juste regardé le classement des classes préparatoires et j'ai vu que les Chartreux c'était le meilleur dans le classement de ceux que j'avais. Donc voilà, mais je savais même pas ce que c'était, la réputation, je savais rien du tout. J'ai juste fait vraiment comme ça la décision. Donc vous faites votre rentrée en classe préparatoire au Chartreux et donc vous expliquez que vous êtes fait casser les dents. Alors est-ce que vous avez des exemples d'expériences marquantes ? Alors tout le monde se souvient soit d'un premier DS, soit d'une première colle. Pour vous, c'était quoi l'événement où vous vous êtes dit « Ouh là là, ça va pas le faire ». En maths, c'était le premier DS. J'ai dû avoir,
Je crois que j'ai eu 2 ou 1,5. Le seul exercice que j'ai réussi à faire, je me suis trompée de sens d'inégalité, donc il était quand même faux. Et, et tous les points de rigueur, ils sont partis parce que je savais pas, j'avais aucune notion de rigueur et de comment il fallait rédiger. Donc forcément, bah, le peu de choses que je savais faire, c'était quand même faux. Et quand là, j'ai vu que les autres, ils avaient pour les meilleurs 15, je me suis dit, ça va être un peu rude là quand même. Même au niveau du DMDT qu'on devait rendre, il y avait des choses que je croyais savoir faire et qu'en réalité, pas tellement. J'avais déjà oublié la majorité de ce que j'avais fait au bac. Donc c'était vraiment flou et là, c'était rude le premier, quoi. Et justement, alors c'est très intéressant parce que vous vous retrouvez du coup assez vite, on va dire, submergé par le décalage qu'il y a entre le niveau que vous avez et les exigences des classes préparatoires que vous venez d'intégrer. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là? Parce que, si vous voulez, pour quelqu'un qui a, je sais pas, qui a 9 sur 20, qui veut passer à 12, on va dire, il peut identifier 2-3 axes de travail pour essayer de progresser. Mais vous, en partant de si bas, on va dire que dans votre tête, c'est facile de penser qu'il reste tout à faire et de pas savoir par quoi commencer. Alors comment vous avez fait dans ces premières semaines pour arriver à se dire, bon, voici ce que je vais faire pour progresser? Vous voyez ce que je veux dire? Bah au début, on se noie un peu, c'est-à-dire qu'on réalise. Du coup là, c'est vraiment très rude. Et après, je me suis juste dit, bah je connais pas, donc je refais. Et j'ai refait, et j'ai refait, et j'ai refait, jusqu'à ce que au moins la présentation, les notations, ce soit bon. Et après, c'est vraiment juste refaire. Enfin, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça marche, c'est que j'ai besoin de tout refaire tout plein de fois jusqu'à ce que ça rentre dans mon crâne. Et du coup, j'ai pas essayé de comprendre plus que ça, j'ai juste refait, et ça a commencé un petit peu à fonctionner. Et ça, c'était en mathématiques, et dans les autres disciplines, c'était à peu près le même fonctionnement? Dans les autres matières, bah en langue, ça allait, ça c'était bon. J'étais en section européenne avant, je m'en sortais plus ou moins. Donc je me suis dit les langues, je travaillerai ça le jour où j'aurai le temps de le faire, parce que là dès le début, moi, enfin, il y en a qui font ce choix plus tard, mais moi dès le début j'étais déjà complètement noyée. Du coup après il y a eu l'histoire, ou l'histoire avec Monsieur qui faisait pour la première fois une classe ECS et qui nous a juste dit bah pour mardi vous apprenez le premier livre. Le premier livre qui fait quand même je sais pas 200 pages avec tout plein de trucs, donc c'était impossible. Donc là bah clairement pareil, on attend de voir comment ça va se passer parce que la première colle on me dit c'est dans 2 semaines, je sais pas, donc juste bah on essaye. Et bah grosse gamelle en colle avec des colleurs qui parfois ils ont un peu du mal à être empathiques, ou alors ils savent pas, enfin je sais pas si c'est par manque d'empathie ou juste par sérieux, mais du coup il y a moi qui essaie de parler des chemins de fer que je connais pas pendant 10 minutes et à la fin il me regarde comme ça et moi je pleure parce que je comprends rien à ce qui se passe dans ma vie. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et il me dit mais vous suivez en cours? Et c'est un peu rude parce que oui, j'essaie d'apprendre le livre depuis 2 semaines. Du coup, bah, ce jour-là, je suis sortie, j'ai eu 6 à ma première école d'histoire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon âme et après, j'ai recommencé et ça s'est bien passé pour l'école d'après, quoi. Mais ça va. J'ai failli m'étrangler. J'ai pleuré toutes les larmes de mon âme. Ouais, c'était un peu rude, mais après c'est bien parce qu'en fait, quand on se gamelle au début, ça nous fait redescendre un petit peu de l'état d'esprit de conquérant qu'on a quand on arrive, et tant qu'on n'a pas compris qu'on n'est pas un conquérant, ça peut pas, enfin moi en tout cas j'avais besoin de me casser les dents, et une fois que je me suis cassé les dents, bah après on reprend du bas de l'échelle et ça remonte correctement. Oh purée, non, c'est un état d'esprit admirable. Moi, j'en ai les larmes aux yeux. Ouais, maintenant c'est drôle, au début c'était pas drôle, hein. Ah bah, faut m'étonner. Oh là là, oh là là. Ouais, moi, j'étais pas là en première année, donc à la limite, voilà, je joue la carte absent. Alors, une question plus difficile, enfin, disons, je pense que ça va être un peu plus difficile à répondre, mais vous avez vu qu'en mathématiques, dans le supérieur, vous avez fait le choix d'emblée de vous dire que la compréhension profonde vous serait inaccessible, et donc vous avez fait par la répétition en se disant, ben, ça va rentrer par la pure répétition. Est-ce que c'était déjà une approche que vous aviez au lycée, d'une manière consciente,
ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comment dire, il y a toujours un moment où les gens décrochent en mathématiques et ils passent de la compréhension profonde des choses. Donc, par exemple, Tartampion a 15 glaces, il en vend 8, combien lui en reste-t-il? Tout le monde comprend qu'il faut faire une soustraction profondément. Et puis, plus ça avance, plus il y a des symboles qui arrivent et puis on commence à manipuler des choses sans forcément comprendre ce que ça représente. Par exemple, pour certains, c'est les fractions, pour certains, c'est les inconnus. À quel moment, est-ce que vous arrivez à situer un moment de bascule comme ça où les symboles s'amoncellent, mais vous savez plus vraiment ce que ça fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que j'ai toujours fonctionné par la répétition, parce qu'en fait c'est en le faisant plein de fois que je finis par comprendre ce qui se passe. Mais la théorie, c'est vrai que j'ai un peu du mal à, même en physique et tout, j'avais du mal à comprendre la théorie. Je faisais plus beaucoup de répétitions. Et c'était quoi la deuxième question? Non, la question, c'est le moment où, en fait, où vous sentez que vous comprenez parfaitement les choses en mathématiques, et d'un seul coup, en fait, vous ne faites plus que manipuler des symboles dans un certain ordre, mais vous êtes plus capable de contrôler si c'est juste ou si c'est faux. Bah ça c'est le stade que j'essaie de pas atteindre, parce que quand je peux plus du tout comprendre ce que je fais rien du tout en fait, je comprends pas. Ce que je veux dire par je fais jusqu'à ce que je comprenne, c'est je comprends un peu l'idée mais c'est assez flou, et à force de le faire, je vais finir par comprendre vraiment ce qui se passe et pouvoir visualiser dans ma tête ce qui se passe. Par contre, quand il y a vraiment plus rien qui fait sens, bah là ça sert à rien quoi. Je vais essayer, ça va partir dans tous les sens. Je me rends même pas compte que je fais n'importe quoi. Et donc ouais, je pense que c'est le stade qu'il faut pas forcément atteindre, en tout cas pour moi. Non, c'est très sage. Non, parce que je voulais savoir ce que vous entendiez par répétition, parce que vraiment, avec les centaines d'élèves que j'ai vus en colle, enfin, il y en a, on sent vraiment que c'est de la répétition, comme ils auraient appris une poésie. Il y en a qui sont capables d'apprendre par répétition, et ils sont capables quand même de localement savoir comment on passe d'une assertion à une autre. Donc, on sent qu'ils n'ont pas l'idée globale, mais ils ont compris que pour passer de l'assertion A à B, il fallait faire ça, puis de B à C, il fallait faire ça. Puis après, il y en a qui comprennent toute l'idée, qui sont capables de recréer toutes les articulations, etc. Donc vous, ça serait plutôt le cas intermédiaire, et vous étiez consciente quand même que tout apprendre par cœur sans rien comprendre, ça allait pas le faire. Enfin, c'est quand même très rassurant. Alors, ben, du coup, donc avec toutes ces tôles qui vous tombent dessus et puis tous ces mauvais classements, comment vous jugez votre évolution dans toute cette première année? Alors, d'un point de vue non seulement physique, parce que si vous avez cherché à rattraper votre retard, à augmenter votre niveau, vous avez peut-être dû mettre les bouchées doubles au niveau volume de travail. Donc, ça aussi, enfin, comment vous avez réussi à trouver un équilibre de vie, on va dire, entre les exigences des classes préparatoires et votre niveau à vous, et aussi d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire est-ce que ce décalage qu'il y a entre les notes que vous aimeriez avoir et celles que vous avez, est-ce que ça finit par vous peser ou pas encore dans la première année? Comment ça s'est passé? Bah au début, ce qui est pas mal, c'est que quand enfin en tout cas en maths par exemple, quand on reprend les notations, etc., on peut vite passer de 1 ou 2 à 6. Et forcément, quand on commence à 1, on est content à 6. Du coup, ça c'était déjà cool, parce que je voyais que je travaillais pas non plus pour rien. Pour comment dire, je me réveillais juste avant de manger, je me faisais toute ma journée. Le soir, j'allais à la bibliothèque de 17 à 19h. À 19h, on mangeait à l'internat. Et après, à 20h, j'allais en études jusqu'à 23h. Je rentrais, j'étais éclatée, je dormais. Et du coup, je faisais ça la semaine et le week-end, donc DS le samedi matin. L'après-midi, j'allais 2 heures à la bibliothèque. Ensuite, on sortait. Et le dimanche, on faisait 10h, 18h à la bibliothèque. Et donc, je faisais ça jusqu'au confinement. Donc, bah, ça a bien marché. Le dernier DS avant le confinement, j'ai eu 9, je crois. Donc, c'était un réussite de ma vie. D'ailleurs, j'ai jamais eu une aussi bonne note en maths de ma classe préparatoire. Après confinement, bah là, c'est la douche froide, quoi, forcément. Quand on est plus du tout dans le rythme, on suit plus pareil. Et bah c'est là que ça devient un peu rageant aussi, quand on voit qu'on avait tellement progressé et que bah tout s'arrête. Enfin ouais, la progression elle s'est clairement arrêtée. Il y a des trucs que j'ai pas forcément saisi à ce moment-là et que j'ai peut-être toujours pas saisi d'ailleurs en maths, enfin, de ce que j'ai entre guillemets raté. Alors que j'étais là, mais enfin forcément quand on est plus dans le cadre vraiment hyper strict de la prépa, où il y a une dynamique aussi, parce que quand on va à la bibliothèque avec des gens, bah on travaille. S'il y en a un qui se déconcentre, on lui dit concentre-toi. Enfin donc il y a vraiment une bonne dynamique. Et après quand on est tout seul chez soi, voilà. Et du coup c'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué mentalement, parce que bah j'avais vu que je pouvais, et puis ça s'est ralenti, voire arrêté. Et c'était en partie de ma faute, mais pas tellement, parce que c'est un contexte compliqué aussi. Et forcément le retard qu'on prend là, bah on va le traîner après, quoi. Du coup c'était un peu rageant.
Je comprends. En fait, c'est assez intéressant de voir que le confinement a été vécu très différemment, parce qu'il y en a qui disent franchement ça m'a sauvé parce que j'étais parti dans un rythme complètement démentiel et retrouver ma famille ça me fait du bien. Mais pour vous, ça a vraiment frappé au pire moment parce que c'était au moment où vous sentiez à voir que ça commençait à marcher et de devoir reconstruire un cadre de travail, des habitudes et tout. Je comprends parfaitement que ça vous ait un peu coupé l'herbe sous le pied. Alors ça a dû être très frustrant et la question qui suit, c'est toujours chronologique, mais comment vous abordez les vacances d'été entre la première et la deuxième année, sachant que voilà, vous avez beaucoup progressé la première année, paf, vous êtes du coup c'est un peu retombé comme un soufflé pendant le confinement. Est-ce que vous avez osé vous reposer pendant les vacances d'été, sachant que même si les mois qui précédaient n'étaient pas terribles, ou est-ce que vous êtes dit il faut continuer à travailler pour rattraper le retard du confinement? Comment vous êtes organisé? En fait, moi, j'avais le ras-le-bol, en fait. C'était, ça m'a tellement foutu les boules que ça remonte plus, que ça limite ça redescendre, très clairement, que juste j'en avais marre. Et j'ai vécu mon été comme si j'étais pas en prépa. J'ai juste lu les livres qu'on devait lire et c'est tout. Je pense pas que ce soit la bonne stratégie parce que la rentrée est très très rude après. Clairement, si c'était à refaire, je le referais pas du tout. Mais à ce moment-là, franchement, j'étais dans un état d'esprit où juste j'en avais vraiment marre. Et c'est pas du tout le bon, hein, clairement, c'est pas du tout le bon. Mais ouais, c'est ça que j'ai fait du coup. C'est très compréhensible. Enfin, je veux dire, votre état de frustration était maximal et des circonstances exceptionnelles comme ça, on peut pas, même vous, à mon avis, ne devez pas exiger qu'une fille de votre âge soit capable de gérer ça d'un point de vue aérien. Enfin, je veux dire, vous êtes en plein dans 2 années hyper difficiles. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Vous galérez très fort au début des classes préparatoires, vous progressez et d'un seul coup, ça vous sèche complètement. Bon, c'est très bien de dire oui, si j'avais su, j'aurais pas fait, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment vous en vouloir, ni vous, ni les autres, quoi, pour avoir fait ça. Alors, vous rentrez en deuxième année. Est-ce que l'imminence des concours, parce que autant la première année, on va dire, elle dure un an, autant la deuxième année, elle peut durer 6 mois en fonction de comment on la voit. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à vous remotiver un peu en vous disant, de toute façon, maintenant, j'ai passé la moitié, donc c'est bon, je vais y aller jusqu'au bout? Ou est-ce que cette rentrée est tellement difficile que vous coulez encore plus, quoi? Franchement, c'est plus la vague qui arrive et je n'arrive pas à ressortir la tête. Ça arrive et j'ai juste envie de me tailler de là. Franchement, c'est limite douleur physique d'y être. Au début, la première semaine, on se dit ouais, un peu rude, hein. Et après, c'est foutu. C'est bon, moi, c'est les maths, ma phobie. Du coup, tous les jours à 8 heures, j'avais les yeux dans le vide. Non, vraiment, c'était horrible. C'était horrible et j'avais juste envie de me dire mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que aussi au lycée à un moment je voulais faire Sciences Po et je me disais peut-être que je peux juste m'inscrire et aller l'année prochaine à Sciences Po et enfin passer les concours d'admission au lieu de faire ça parce que vraiment là c'était horrible. Du coup ouais c'est plus une vague et j'essayais juste de respirer un petit peu mais les gens même mes amis à la fin des cours de maths ils me voyaient mais ça va? Et là, c'était ouais, ça va. Et en première année, souvent pendant les cours de maths, je pleurais d'incompréhension. Je me disais mais tout le monde comprend et moi je comprends rien. Et j'étais au premier rang et je pleurais comme ça parce que c'était trop, je comprenais rien. Et en deuxième année, juste j'étais là et toute la journée je me disais mais qu'est-ce que je fais là? C'est horrible. Et c'est pas allé mieux tout de suite, hein, pour moi. Il y en a qui ont très bien géré tout de suite, ils se sont mis au travail et tout. Et moi c'était douleur d'être en cours, de reprendre les cours. Et après, c'est un peu la boule de neige, quoi. C'est parce qu'il y a les maths, mais il n'y a pas que les maths. Et sauf que quand on est mauvais en maths, il faut beaucoup d'investissement pour être bon en maths. Et l'investissement qu'on donne aux maths, on finit par ne plus le donner au reste. Ce qui fait qu'on n'est pas très bon dans le reste non plus. Du coup, c'est vraiment la noyade, quoi. C'est tout simplement, enfin, c'est l'excès, c'est juste que c'était trop vous demander d'emblée. On comprend très bien qu'au bout d'un moment, ça soit de pire en pire, que vous décrivez très bien ce cercle vicieux-là. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'il y avait d'autres camarades de classe qui étaient dans une situation similaire à la vôtre, au point que vous puissiez quand même discuter et trouver un peu quelqu'un à qui parler, qui puisse ressentir la même chose que vous? Ou est-ce que vous sentez qu'il y avait vos camarades qui étaient au-dessus de vous et que vous étiez vraiment un ton en dessous, un peu seul? Je dirais dans le niveau, entre guillemets, enfin dans la faiblesse en maths, je pouvais trouver pas quasiment des équivalents, quoi. Il y en avait qui s'en sortaient pas trop. Mais dans l'état d'esprit, non, en fait. C'est ça aussi qui est différent, c'est que la prépa, ça m'a tellement cassé les dents qu'il y a un stade où on sait qu'on est le dernier. Le classement dit que je suis dernière. Mais je sais pas à quel point je suis dernière, en fait. Parce que quand on est premier des premiers, on sait qu'on est premier. Quand on est dernier d'un groupe,
Je commençais à me dire, ok, je suis dernière au Chartreux, mais ça se trouve, je suis quand même moins bonne que toutes les autres. Et du coup, il y avait un truc où je me disais, de toute façon, je m'en sortirai jamais au concours, je suis dernière des derniers. Et du coup, cet état d'esprit-là, eh ben, il aide pas à se motiver et à se dire, c'est bon, je vais quand même m'en sortir, je vais travailler. Et du coup, cet état d'esprit-là, il était pas retrouvé chez les autres. C'était un peu rude aussi de l'incompréhension. Mais alors, est-ce que vous êtes allé chercher dans votre famille ou chez des amis ou vos camarades de classe ou des professeurs des ressources pour vous sortir de cet état d'esprit? Est-ce que vous étiez consciente? Parce que vous voyez, en se disant je suis vraiment la dernière des dernières, j'aurai aucune école, etc., vous savez très bien que vous pouvez pas réussir à vivre vos classes préparatoires d'une manière harmonieuse. Est-ce que vous avez essayé activement d'en sortir ou est-ce que vous étiez finalement groggy comme un boxeur qui s'est pris 2-3 droites dans le pif et qui est complètement dans un état vaseux, enfin vous voyez, un peu dans un état second? Au début, comment dire, au début, j'étais un petit peu, je vais y arriver, et ça a vraiment pas duré longtemps. Et après, il y avait aussi ce ras-le-bol en fait, qui faisait que j'avais juste envie de me tailler. Donc en vrai, si on m'avait dit maintenant tu peux partir, qu'on m'avait vraiment dit c'est bon, il y a aucun problème, aucune conséquence, tu peux rentrer chez toi, je l'aurais fait. Mais on va pas te rendre chez toi. Du coup, non, j'ai pas du tout eu le réflexe de chercher de l'aide parce qu'en fait, j'en voulais pas vraiment. Je pense que j'avais juste envie que ça s'arrête. Et c'est pas, enfin, je pense que j'aurais pu avoir de l'aide, mais en même temps, en prépa, on peut avoir de l'aide si on, enfin, l'aide fonctionne si on veut l'aide aussi, quoi. C'est ça. Si on a envie de travailler, si on a envie que ça se passe bien, ça se passera plus ou moins bien. On peut avoir des conseils, mais en attendant, au final, si je passe ma soirée à pleurer au lieu de faire des maths, le conseil de maths ne va pas s'appliquer, quoi. C'est ça. On se dirige tout doucement vers le moment où on a discuté un peu ensemble et où finalement, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un point de bascule dans le sens où après, enfin, mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut parler de la vision que vous aviez de moi ou pas? Parce que ça c'est quand même délicieux. Et je trouve que c'est tellement croustillant, c'est tellement bon que parce que vous voyez, c'est aller au-delà du désamour pour la matière, c'est-à-dire que j'ai du mal. Mais en fait, c'est que du coup, la difficulté des maths est devenue une aversion pour les maths, et une aversion pour le cours de maths, et une aversion pour se réveiller pour aller en maths, et une aversion pour les gens qui réussissaient en maths et qui se vantaient de réussir en maths, et ceux qui vous tournaient autour comme ça, qui prenaient tout le temps qui aurait pu être accordé aux nuls, qui du coup n'arrivaient même pas à arriver dans le centre pour poser des questions. Et du coup, il y avait vraiment cette image de lécheur de bottes. Et du coup, oui, il y avait un peu cette ambiance de secte, comme ça. Et j'en faisais des cauchemars. Et le matin, je me réveillais et j'étais là, aller en maths avec tous ces gens. Et vous aviez juste un peu incarné tout ce que j'aimais pas dans les maths et dans la prépa qui me plaisait pas, quoi. Non, franchement, c'est absolument épique. Alors, on a quand même fini par discuter ensemble parce que, comment dire, en fait, personnellement, de mon côté, en tant que professeur, j'ai pas forcément réalisé à quel point c'était ça, si vous voulez. Parce que des élèves en difficulté, j'en ai toujours, mais dans mon esprit, vous étiez, je veux dire, dans un groupe de personnes qui étaient en difficulté en mathématiques, mais je me disais, de toute façon, j'arriverais à leur faire avoir la moyenne à l'EM, à l'EDEC. Enfin, pour moi, d'un point de vue académique, en tout cas, il n'y avait absolument aucun problème. Et quand j'ai commencé à comprendre, en entendant des bruits de couloir, que vous vouliez abandonner, etc., je me suis dit, bon, ça serait bien quand même qu'on discute un peu, parce que, de mon côté, en tout cas, je m'inquiète pas du tout. Donc, malgré cette image redoutable que j'ai, donc l'année progresse, jusqu'au moment où on ne vous voit plus en cours pendant 2 semaines. Que s'est-il passé et pourquoi avez-vous pris une telle décision? Bah, ça, c'était donc au mois de novembre, fin novembre. Et juste, bah, c'était trop. Je fonctionnais plus. Enfin, il y a un moment où quand votre mental il suit plus, il y a un moment on peut plus travailler correctement, on dort plus correctement et on peut rien faire, quoi. Donc parfois il vaut mieux juste se dire bah là c'est plus du tout possible. Je rentre chez moi et je reviens quand ça va mieux. Et d'ailleurs la décision de rentrer chez moi je l'ai prise, mais c'est Madame qui m'a dit voilà, vous rentrez chez vous, quoi, c'est bon, ça, vous pouvez rentrer chez vous, genre c'est pas grave. Et en plus, ça tombait juste avant les concours blancs.
Donc forcément, quand on se rentre et qu'on fait pas les concours blancs en deuxième année, on se dit là c'est encore plus mal foutu. Mais je suis rentrée et je suis restée 2 semaines chez moi, à rien faire du tout. Rien du tout. Je récupérais même pas les cours. On me les donnait mais je les lisais même pas. Et après je suis revenue et j'ai rattrapé un petit peu quoi. La première colle de maths sur le programme que j'avais pas fait, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, mais je l'ai pas pris plus que ça comme un coup quoi. Juste je me suis dit bon je l'ai raté, c'est pas grave. Et de là j'ai recommencé à reprendre un rythme correct avec aussi un état d'esprit qui était clairement meilleur à celui de quand je suis partie. Et l'état d'esprit ça joue beaucoup aussi parce que là du coup après on était arrivé en décembre, ça commençait à être la dernière ligne droite. Et il fallait que ça remonte un peu quoi, parce que si on veut passer des concours, ok, peut-être on n'est pas au max, mais il faut quand même avoir un petit peu d'espoir. Et du coup là c'est l'espoir qui revient. Après il y a le stage de maths et le DS avant le stage de maths que j'ai gardé là d'ailleurs. C'est mon 1,7 en maths juste avant le stage de maths, 34e sur 34. Là tu te dis bon, c'est quand même compliqué les maths, hein, ça va être un peu rude. Après il y a le stage de maths. Bah ça peut que être bénéfique hein, de toute façon hein, qu'on soit bon ou pas bon, ça nous permet de gratter un peu de compréhension et un peu d'exercice, forcément c'est toujours mieux. En plus ça nous force à travailler parce qu'il y en a parfois pendant les vacances ils sont tellement claqués que juste ils ont un peu de mal à se remettre quoi parce que on est éclaté et du coup là ça fait 1 semaine de travaux de maths obligatoires, donc ça c'est pas mal. Et après arrivé fin de stage de maths, je sais pas quand est-ce que c'est les stages de maths. C'était fin février, là, on est quasiment en début mars. Hein. Voilà, donc là, il y a encore un concours blanc, il me semble. Le concours blanc qui donne soit de l'espoir, soit de la peur. Moi, j'étais arrivée dans un état d'esprit assez calme. Franchement, là, j'étais pas confiante, mais j'étais pas paniquée. J'étais juste, je fais ce que je peux, on va voir ce que ça donne. Le résultat des concours blancs, ils étaient pas incroyables, parce que je suis pas incroyable en tant qu'élève. Je crois que j'étais avant-dernière, ce qui est déjà une réussite. Et, et franchement, j'y suis allée en révision. Je doutais de réussir, mais je doutais pas de moi. Alors c'est très bizarre comme sensation. C'est-à-dire que j'avais toujours cette impression d'être dernier, jusqu'à quel stade on ne sait pas. Mais en même temps, quand je révisais, quand j'apprenais, je voyais que je savais ce que j'apprenais, que ça fonctionnait. Mes révisions, ça allait, c'était peut-être pas les plus efficaces. Après, je sais que je me suis pas brusquée parce que on n'était pas à l'abri que je me ressente, surbookée ou je sais pas. Donc on est parti en révision à Chamonix avec deux de ma classe et ça s'est très bien passé, c'était cool, on avait des bonnes horaires de travail, on se laissait du temps pour sortir l'après-midi 1 heure et tout, ça s'est bien passé. Et quand je suis arrivée au concours, je doutais encore de pouvoir réussir mais pas de ce que je connaissais, de mes capacités. Et je suis vraiment allée je fais ce que je peux, aucun regret, pas de panique, j'ai pas paniqué et ça c'était assez bien parce que en vrai quand on panique et qu'on attend pendant 30 minutes avant de commencer, ça va pas. Du coup, écrit comme, il y avait des trucs que j'avais pas terminé de réviser, des choses que je savais pas, mais j'ai pas paniqué, j'ai fait en me disant, bon, c'est fait. C'était déjà fatigant aussi, c'est là qu'il faut voir au concours, c'est que les 3 premiers jours, ils sont vraiment rudes, parce que déjà, ça fait, même si ça fait 2-3 semaines qu'on travaille en continu, c'est pas pareil de travailler en continu et de faire 2 épreuves par jour, parce que il y a quand même un stress sous-jacent, même s'il nous panique pas. Il y a le fait de se concentrer aussi intensément, parce que pendant les révisions on se concentre, mais c'est plus, on peut parler, on peut faire les choses comme on veut, changer de matière toutes les demi-heures, toutes les heures, je sais pas. Et donc forcément on est éclaté. Et quand on se dit parfois après, moi en tout cas après écrit comme j'avais encore quelques jours de révision que j'avais prévus pour BCE. Je les ai pas tenus, j'en ai fait un seul parce que j'avais besoin de dormir. Donc j'ai dormi pendant 3 jours quasiment, j'ai fait des siestes et des trucs comme ça. Et après, je me suis remis, je me suis juste dit, maintenant, j'avais un petit peu un plan dans ma tête parce que j'avais compris très clairement que pour moi, le top 5, ça allait être compliqué, étant donné que mes notes en maths étaient quand même restées catastrophiques. Donc moi, je voulais schéma. Et j'ai regardé quel jour j'ai les épreuves pour schéma et je me suis dit, ce jour-là, tu donnes tout. Quitte à rater le matin, tu t'en fiches. Si, tu te crames pas le matin, tu réussis l'après-midi, c'est pas grave. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je crois que c'était le 2e jour, les maths EM qui comptent pour schéma. Les maths EM où je n'ai pas vu une seule intégrale. Alors que c'était la seule chose que je savais faire correctement. Enfin, plus ou moins correctement. Donc là, on sort de l'épreuve, on se dit, bon,
C'est un peu rude, ça va peut-être pas... voilà, on commence à faire des pronostics. On se dit, j'ai raté celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je continue. Et donc après arrive la fin des concours. Avec cette nouvelle épreuve, cette épreuve qu'il faudra refaire. Et là aussi, il se passe un truc, c'est qu'on en a clairement marre après les concours. Donc refaire une épreuve, c'est la pire chose, je pense, qui puisse arriver, parce qu'on en a vraiment ras-le-bol. On n'a pas envie de réviser. En plus, 2 semaines de pause entre les deux. On arrive là-bas, c'est un peu rude. Surtout que c'était pas la philo qui comptait pour Schema. Donc là, c'était pour moi, moi vraiment, j'avais que ça en tête. Et je me disais, de toute façon, philo et deck, mais deck, il y a les maths 2, il y a tout, je vais pas y arriver, quoi. Donc j'avais du mal à motiver, mais je pense qu'il faut quand même tout donner parce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Bon, voilà. Bon, c'était pas mon cas, mais on n'est quand même pas à l'abri d'un coup de chance. C'est super intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où vous prenez cette pause, j'ai l'impression que, si vous voulez, ce qui s'affrontait avant dans vos classes préparatoires, c'était votre boussole locale de qu'est-ce que j'arrive à comprendre, qu'est-ce que j'arrive à faire, etc. Et cet énorme point d'interrogation de se dire à quel point je suis dernière parmi les dernières, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux par rapport aux milliers de candidats qui se présentent aux concours aux écoles de commerce, etc. Et ce que vous faites ensuite, c'est que vous arrivez un peu à faire taire ce gros point d'interrogation quand vous le mettez un peu de côté. Et vous vous dites, bon ben voilà, je sais faire ça, j'ai compris ça, je vais essayer de le mettre en place du mieux possible. Et c'est une accumulation de décisions responsables, que ce soit la pause de 2 semaines, votre stratégie de mettre le paquet sur Schema et de lever un peu le pied pour les autres, etc. C'est super intéressant parce que comme vous vous recentrez en fait sur vous, d'un seul coup, tout ce stress qui vient de l'extérieur, de la comparaison avec les autres, en fait il fout le camp. Et j'ai l'impression que c'est quand même un facteur énorme dans votre réussite, puisque finalement, enfin, spoilons les gens, mais vous l'avez eu, Schema. Mm. Je pense que, en fait, il y a un moment où on se dit, de toute façon, c'est raté, entre guillemets. Ce que je sais pas, je le saurai pas demain. Donc maintenant, juste, je vais faire ça et je stresserai après, quoi. Parce que au moment des concours, je vais pas stresser pour mes admissibilités, c'est pas le moment, quoi. Et ce serait vraiment con de se perdre 30 minutes sur l'épreuve parce que je suis en train de paniquer, parce que c'est pas mon sujet préféré ou je sais pas faire. Donc vous avez vraiment réussi à vous concentrer et à diriger toute votre énergie vers ce qu'il fallait et pas disperser avec des 1000 questions. C'est vraiment super. Et du coup, en mathématiques, alors, comment ça s'est passé? Effectivement, les maths EM, je les ai bien ratés, hein, j'ai eu 4,5. Maths et Dec, j'ai eu 5... non, j'ai eu 7,9, je crois. Maths 1, je sais, j'ai eu 3,3. Et les maths 2, j'ai eu 7,5. Mais vous voyez, enfin finalement, il y a quand même 2 notes qui ressortent. Enfin, la maths 1, de toute façon, elle est toujours impossible pour tout le monde, donc d'accord. Et puis les maths EM, c'est vraiment tombé sur quelque chose que vous n'aimiez pas, parce qu'il y a quasiment tout le temps des intégrales et il n'y en avait pas. Mais vous voyez, on peut quand même partir avec un 2 en prépa votre première année et vous finissez avec 7 ou 8. C'est pas éliminatoire, ça fait quand même pas mal de points. Si vous voulez, sur la barre, 7 ou 8, coefficient 10, ça fait 70-80 points. C'est pas 2, c'est pas 1, c'est pas... Enfin, vous avez vu quand même que ça suffisait en tout cas pour obtenir Schema, qui est quand même une très belle école. Vous avez du coup les admissibilités qui tombent, vous devez quand même être très contente au moment où il y a les admissibilités, parce que vous voyez que non, vous n'aurez pas aucune école, qu'il y a plein d'écoles chez lesquelles vous êtes admissible. Avec quel état d'esprit vous abordez les oraux une fois que vous avez ces admissibilités-là? Après le soulagement, je me redis, oui, mais je sais pas. En fait, comme on n'a pas les classements, je me dis, ça se trouve, je suis passée tout pile. Enfin, je fais des calculs un petit peu, mais je me dis, ça se trouve, je suis juste là. Et il faut quand même remonter pas mal de places pour y être. Et du coup, je me redis, c'est pas dit. Ça se trouve, je suis pas très bonne. Ça se trouve, les oraux, je vais pas les réussir parce que aux oraux blancs et tout ça, j'avais eu, je sais pas, 11, 13. C'était pas des 18 comme certains, quoi. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je donne tout aussi. Et arrivé aux oraux, j'y suis allée en me battant, quoi, parce qu'il y en a, ils y vont en se disant, c'est bon. Et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. Parce que quand on y va, il sait que c'est la moitié de la note, quoi, en fait. Donc c'est bien d'avoir réussi les écrits, mais en fait, il reste quand même pas mal de choses à faire. Et du coup, après, il y a l'ordre dans lequel on va passer les oraux pour réussir à poser au mieux, déjà pour pas être trop fatigué par les voyages, pour mettre l'école qu'on veut le plus en troisième, quatrième position. Du coup, ça va très vite aussi, c'est en une seule journée, donc faut essayer de pas se rater, avoir les dates qu'on veut et tout ça, donc ça c'est encore du stress. Mais une fois que c'est posé, après là, c'est le temps de... Moi, personnellement, c'était beaucoup de repos parce que le stress des résultats, il m'a vraiment complètement... J'étais complètement déréglée, je me réveillais à 6h, 5h tous les matins pour rien faire, hein. J'étais juste complètement stressée.
J'avais vraiment eu tellement peur de rien avoir. Vraiment, quand j'ai vu que j'avais TBS, je me suis dit, oh, c'est bon, je ne cube pas, je vais pas à la fac, c'est bon. Du coup, c'était vraiment un grand soulagement. Et après, j'ai eu besoin de me reposer personnellement. Et je pense que je le referai parce que les oraux de langue, ça s'est bien passé. J'ai eu le temps de réviser ce qu'il fallait. Et les oraux de personnalité, bah ça, il faut travailler les épreuves qu'on va avoir parce que les épreuves, elles sont différentes pour chacun. Et il faut surtout tout donner en fait, parce que je pense que quand on a vraiment envie d'aller quelque part, ça se voit. Et par exemple, les écoles où j'avais pas forcément envie d'y aller, ça s'est aussi vu, je pense. L'EM Strasbourg, je pense qu'ils voyaient clairement que quand j'ai failli dire l'EM Lyon au lieu de l'EM Strasbourg lors de l'entretien, ils ont dû sentir que j'étais pas à fond dedans, quoi. Alors que Schema, bah ils ont clairement vu que j'avais tellement envie d'y aller que j'étais prêt à les attraper. Et bah ça a marché parce que j'ai eu 20 en entretien à Schema. Donc donc je pense qu'il faut vraiment juste montrer qu'on a absolument envie d'y aller et pas surtout pas se dire je viens des Chartreux, on est bon aux oraux, ça va le faire parce que bah les autres sont bons aussi et les autres ils ont peut-être plus niaque encore que nous donc faut clairement pas se dire que c'est joué parce que ce serait vraiment bête. Alors du coup, enfin, une des dernières questions que je me pose, parce que c'est quand même le grand mystère, c'est si c'était à refaire, enfin, du moins, si vous deviez vous adresser à la Camille qui rentre en classe préparatoire, donc qui vient d'avoir son bac, qui va rentrer à l'institution des Chartreux, est-ce que vous la dissuadez de faire ça? Est-ce que vous lui dites quelque chose? Enfin, comment vous feriez? Je pense que faut pas du tout regretter d'avoir fait une classe préparatoire parce que ça apprend énormément de choses, pas que académiquement, parce que je pense que j'aurais oublié pas mal de choses d'ici pas longtemps, mais vraiment sur les gens qu'on est aujourd'hui, clairement en mentalité, en termes de capacité, de compétences, enfin il y a plein de choses qui ont changé, et notre personnalité aussi, je pense. Et je pense que je lui dirais de y aller, hein. Enfin, tu vas te casser les dents, mais à la fin, t'auras quand même un beau sourire, donc voilà, c'est tout. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Camille. Si elle t'a été utile, ou bien si tu as dans ton entourage des personnes à qui elle pourrait l'être, eh bien je t'invite à la partager avec elle, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Vous dites que vous êtes fait exploser, c'est incroyable. C'est vrai, hein, mais c'est ça, hein. On arrive, on est tout frais, on croit vraiment. Moi, je regardais les autres, je me disais, lui, c'est sûr, je le bats. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ils m'explosent tous, hein.